Nous marquons une halte aujourd'hui pour souhaiter prompt rétablissement à toutes ces personnes malades. Aujourd'hui, 11 février, la communauté internationale commémore la journée mondiale du malade. C'est une occasion pour nous d'avoir une pensée pieuse et spéciale à toutes ces personnes souffrantes. Alors, et que Dieu puisse étendre la main sur vous et que vous puissiez justement retrouver la santé. Inch'Allah, alors prompt rétablissement. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes très ravis d'être avec vous pour le dernier numéro de la semaine de l'émission Bonjour le Faso, qui s'invite d'ailleurs chez vous à partir de 7h30 du lundi au vendredi et ce jusqu'à 9h. Merci de votre fidélité. Cette semaine, vous le savez, nous sommes installés à Manéga pour vous faire découvrir ou redécouvrir le musée de la dendrologie au musée de Manéga dans la rubrique à la découverte 2. Aujourd'hui, vous allez avoir le témoignage de promoteurs de ce musée, homme aux multiples casquettes. Il s'agit de Maître Frédéric Titenga Passéré que vous entendrez en début d'émission. La revue de presse est présentée aujourd'hui par El Hadj Soumaïl Arabo, le directeur de l'information de Savane Média. Notre invité du jour est M. Adama Maïga. Docteur Adama Maïga est directeur général des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation, des ressources animales et halieutiques. Vous savez, la dénomination de ce ministère a changé et nous parlerons de grippe aviaire avec notre invité. Est-ce qu'il faut aujourd'hui continuer de manger du poulet en ces temps de grippe aviaire, ou est-ce qu'on peut justement manger que du poulet bien cuit? En tout cas, vous allez avoir des conseils surtout avec notre spécialiste sur ce plateau, et bien sûr les éleveurs, les aviculteurs également auront des conseils pour limiter bien sûr les dégâts concernant la grippe aviaire. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, le moniteur Ezekiel Ouedrago nous retrouve pour la chronique sécurité routière. Aujourd'hui, nous parlerons du danger des piliers de séparation au niveau des voies routières. Et bien sûr, Honoré Onadia sera là pour boucler la boucle avec bien sûr les rendez-vous de ce week-end. On s'installe confortablement et l'aventure débute maintenant. Et je vous le disais, nous sommes installés à Manéga cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. Manéga est un village situé à environ 2,5 km de l'est donc d'Ourgou et environ 22 km au nord-ouest de Ziaré, le chef-lieu provincial. Le principal site touristique de Manéga reste le musée de Manéga, au musée de la dendrologie, un musée dont le fondateur est Maître Frédéric Titenga Passéré. Ce musée est un musée privé qui rassemble de nombreuses pièces relatives donc de la culture burkinabé. Ce musée est situé à environ 50 km donc au nord de Ouagadougou et l'inauguration de ce musée a eu lieu le 6 janvier 1990. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter à nouveau Maître Frédéric Titenga Passéré, Naba Panantougri, puisqu'il est chef traditionnel donc de Manéga. Il est par ailleurs avocat, homme de lettres, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, donc nous vous invitons à l'écouter. Et surtout, il est le promoteur de ce musée de Manéga. On a ce Zida de Naba Zidouende, mais ils ont eu un autochtone qui les a accompagnés. C'est un Niniga qui les a accompagnés, un féticheur. Et ce féticheur, c'est un Niniga. Son fétiche avait dit qu'il aurait les terres, mais en venant, il faut qu'on ramène un homme que lui, il va égorger sur sa colline de Sadaba, c'est à 25 km d'ici. Il paraît que Oubri a marqué son accord. Mais quand ils ont eu les terres, ce qu'on m'a dit, ça vaut à peu près 100 km à l'intérieur de l'actuel Mali. En revenant, et sur la route, ils disent que ceux qui sont dans l'actuel Mali, ils allaient retirer leurs terres. Ils arrivent dans une zone où il n'y avait personne. Ils ont mis les Tansoba de ce Nabazida. Et le 8e Moronaba a décidé d'en faire de ce lieu-là une ville. C'est la ville de Yako. C'est pour ça que vous avez les Zida, les généraux Zida et les hommes de presse Zida qui sont de Yako. Ce sont les Tansobondamba de ce Nabazida. Et ils sont arrivés dans un village, c'est ici,
le village s'appelait Sompiga. Et le féticheur a vu les puits, tous creusés par les Ninissi. Il dit, ces puits Ninissi, c'est notre groupe ethnique, je ne suis qu'à une journée de marche. Donc, préparez l'homme que je vais aller égorger sur la colline. Et Zida, homme de paix, a dit, pas question d'égorger quelqu'un. Oubri a dit, moi aussi je ne veux pas qu'on égorge quelqu'un. Et donc, Oubri a dit à Zida, parce que le féticheur dit que lui ne peut plus retourner sur la colline, sa colline va le tuer. Comme il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas égorgé quelqu'un. Et donc, Oubri dit, Zida, résigne Manega. Zida prend cette terre, fait-la prospérer. Le village qui s'appelait Sompiga a pris le nom de Prospérer. Prospérer, ça veut dire Manega. Voilà l'origine du nom Manega. Et le fameux féticheur qui devait égorger quelqu'un ne pouvait plus aller sur sa colline. Il est resté et c'est le premier chef de Manega. Eh bien, je suis le 32e chef de Manega, c'est-à-dire que c'est mon ancêtre. Contrairement à ce que tout le monde pense, Maître Passeré n'est pas un Moussi, malgré ses 3 cicatrices. Maître Passeré est un Niniga. Et des groupes qui étaient là avant d'arriver des Moussi. Donc, voilà l'origine et les peuples qu'ils ont intégrés. Parce que notre culture nous interdit le racisme. Notre culture interdit qu'on dise qu'un tel est Peul, un tel est Samo, un tel est... C'est notre culture qui interdit. Notre culture nous impose, nous sommes tous frères d'un même créateur. La religion ne peut pas nous diviser. La preuve, si vous allez à Ouagadougou à la sortie du vendredi, mais vous avez le Bankougou Tengsoba avec son bois fourchu, ses fétiches, à cloche et tout, qui est là. Mais vous avez le Balou Naba, qui est le détenteur de la religion, de la spiritualité même du Mogo Naba. Et le fameux masque, Mowango, dont les principes sont à Ouagadougou, c'est dans la cour du Balou Naba. Donc le Balou Naba, avec la religion traditionnelle, est à côté du Bankougou Tengsoba. Mais vous verrez également, tolérance, que le grand imam de Ouagadougou, depuis le Mogo Naba Roulgou, est là à la sortie du vendredi, même s'il n'est pas là, c'est sa délégation qui est là, pour faire le doigt. C'est pour dire que dans notre culture, il n'y a pas de division ethnique, il n'y a pas de division régionale. Que si nous prenions la culture comme base de rencontre, de cohésion sociale, nous allons beaucoup réussir. Sinon, par la force, par les armes, nous allons pouvoir dominer. C'est sûr. Mais ça risque de ne pas être définitif. Alors que si les cœurs s'unissent, c'est absolument définitif pour la cohésion sociale. L'homme qui s'aime aime tous les autres hommes. La preuve, dès que j'ai construit le musée, il y a 3 habitats traditionnels que j'ai fait construire. Habitat personnel, privé, vous avez l'habitat Bobo qui est dans le musée. Vous avez l'habitat Sénoufo qui est dans le musée. Vous avez l'habitat Peul qui est dans le musée. Donc j'ai mis tout ça pour expliquer ce qu'est chaque groupe ethnique avec sa culture. Par exemple, l'habitat Sénoufo. Vous avez tout également là-bas. Et c'est pour que on puisse se connaître et qu'on puisse s'aimer. Un autre habitat qui est là-bas, c'est l'habitat Kassena. Et ce sont les Kassena qui ont quitté et qui sont venus à Manega construire. Le dernier habitat, c'est l'habitat du Gourmou. Ce qui fait qu'à partir du musée, nous devons et nous allons connaître la culture des peuples du Burkina Faso, disons de l'Afrique. Et à partir de là, nous pourrons vraiment créer l'unité et l'entente. À présent, nous allons nous informer et c'est à travers la revue de presse. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Soumaïla Ravo, que nous retrouvons à présent. Bonjour. Bonjour Alzeta.
Bienvenue sur notre plateau. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Le Quotidien. Ok. Le journal Le Quotidien pour commencer. Affrontement à Piela Nyanya, 8 morts et de nombreux blessés. Décision du Conseil constitutionnel, prestation de serment du président du MPSR le 16 février 2022. La décision portant dévolution des fonctions du président du FASO est une catastrophe constitutionnelle. Professeur Abdoulaye Soma. Je me demande dans quel état de droit nous sommes. Tenga Martin Savadogo. Et puis, Adama Bidiga à propos des délégations spéciales. La vision de la transition qui se veut neutre ne s'accommode pas des acteurs politiques. Digne d'intérêt qu'aussi un gendarme tué dans une embuscade, 2 terroristes neutralisés. Titao, les populations de certains villages sommés de déguerpir. Tableau de l'ordre des avocats, Maître Sankara retrouve sa robe d'avocat. Et puis affaire, chaîne de boulangerie en Côte d'Ivoire, le ministre Harouna Kabore, blanchi par la SELC. L'observateur parlera à présent. Ouidenaba Carrefour, c'était un barbare entre griffes, au cœur tendre. Changement de régime au Burkina. Je ne crois pas au Messie qui vient avec une baguette magique. Professeur Luc Marius Ibriga. Conseil constitutionnel, Damiba prête serment mercredi. Comment peut-on faire ça? Point d'interrogation, professeur Abdoulaye Soma, constitutionnaliste. Une lettre pour l'Aïe, Pascaline et sa gamelle de peine. Foire d'empoigne pour les délégations spéciales. À la une de l'Express du Faso, on a affiché Mélégué Traoré. Qu'on le veuille ou pas, la situation là, il faut la gérer. Autant le dire, rubrique de l'Express du Faso, le Conseil constitutionnel valide Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le Conseil constitutionnel entérine le coup d'État. Professeur Soma crie à la mort de la démocratie. Fais de chez nous, je vais dormir chez toi. Et puis dans la rubrique vrai ou faux, ces maires d'arrondissement qui ont perdu le sommeil. La dépolitisation de l'administration publique engagée. Et puis Maître Sankara retrouve sa robe d'avocat. Dans Chronique, on a le MPSR ou la résurrection de Thomas Sankara. Aujourd'hui au Faso à présent, Conseil constitutionnel en attendant le 16 février, constat de vacances à Kosiam et dévolution du pouvoir à Damiba. Administration publique, le MPSR invite à désigner 3 cadres par ministère pour consultation. Un soldat tué, des guides touristiques, un guide français tué au Bénin, nouvelle incursion meurtrière de terroristes dans le parc W. Cannes 2021, étalon du Burkina, un 4e rang au goût très amer. Et puis Banque mondiale Burkina, des nouvelles directives pour les chefs de projet après le coup d'État. À présent, le pays pour terminer, carnet de route, retour sur une virée nocturne inoubliable à Yaoundé. Et puis Conseil constitutionnel, Paul-Henri Damiba prête serment le 16 février prochain. Dans Popouri, barreau burkinabé, Maître Benouane Sankara reprend sa robe d'avocat. Médecine, professeur Luc Montagnier est décédé. Prix des denrées alimentaires quand l'inflation se fait sentir dans le panier de la ménagère. Saint-Valentin, éviter à tout prix les excès et les dérives. Protection de l'environnement, le MPSR interpellé. On termine avec Actu Foot amical, le Burkina Faso contre le numéro 1 mondial. Merci à vous, Eladj. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Et puis, bien sûr, on a vu le conseil, les membres du Conseil constitutionnel faire un peu la une des différents journaux. On parle de la prestation donc de serment de Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui est prévue pour le mercredi 16 février. C'est ça. Et c'est la conséquence de 2 précédentes décisions. Parce qu'il doit prêter serment, il faut au préalable qu'il ait été reconnu comme président.
Et pour être reconnu comme président, il fallait au préalable qu'on constate que le poste du président est vacant à partir de la démission de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc c'est ce travail que le Conseil constitutionnel a fait. Il nous revient que le président Kassoum Kambou est souffrant. Et donc je crois que le travail a dû se faire sans lui le 8 février dernier. Et tel qu'on a vu les décisions, il y a une première décision qui constate que le poste de président du FASO est vacant à compter du 24 février 2022, puisque Roch-Marc Christian Kaboré a signé une lettre de démission. Et donc le Conseil constitutionnel s'est auto-saisi de ce dossier-là et a constaté qu'il y a effectivement une lettre de démission de Roch-Marc Christian Kaboré, ce qui lui permet de constater la vacance du pouvoir. Je crois que c'est le rôle constitutionnel du Conseil constitutionnel d'être la structure habilitée, donc l'institution habilitée à constater que le pouvoir est vacant. Une fois que ça s'est fait, si on avait été toujours dans le processus démocratique normal, c'est après avoir constaté la vacance du pouvoir laissée par Roch-Marc Christian Kaboré que le président de l'Assemblée nationale devrait normalement être invité à prêter serment comme nouveau président. Il se trouve qu'on n'est pas dans cette situation. Le poste est laissé vacant, mais ce sont des militaires qui se sont emparés du pouvoir. Et donc là, c'est une autre procédure. Il y a une autre décision, une deuxième cette fois-ci du Conseil constitutionnel qui dit qu'au regard de la suspension puis du rétablissement de la Constitution du 2 juin 1991 et au regard du fait que le 24 janvier 2022, le MPSR, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a lu un communiqué qui proclame l'avènement du MPSR au pouvoir et que ce communiqué là est signé par le président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le Conseil constitutionnel constate que il est le président du FASO. Et après, on apprend que la prestation de serment est programmée pour le 16 février prochain. Et tout de suite, hier, quand la décision a été connue du public, il y a des juristes qui ont réagi et on retient essentiellement la réaction spontanée du professeur Abdoulaye Soma, enseignant de droit à l'université Thomas Sankara, constitutionnaliste. Et sa réaction est intéressante. En fait, parce que quand vous lisez les décisions du Conseil constitutionnel, on conclut que en fait, le Conseil constitutionnel s'appuie sur on ne sait quelle magie pour dire qu'après avoir pris le pouvoir par les armes, on peut être reconnu comme président du FASO. Bon, c'est là tout le problème. Parce que ça veut dire que d'autres personnes pourraient faire la même chose et pourraient être reconnues aussi comme président du FASO. Et le professeur Soma dit qu'ils ont tué la démocratie, ils ont tué la Constitution et ils ont tué l'institution qu'eux-mêmes incarnent. Parce que si on peut utiliser d'autres moyens que les voies démocratiques et donc les élections, par exemple, essentiellement, ça veut dire que c'est la porte ouverte à pratiquement tout, chaque fois que quelqu'un voudrait faire quelque chose. C'est pourquoi il dit qu'il y a plutôt un problème technique. Ça ne veut pas dire que le président Damiba n'est pas président, mais ça veut dire que le Conseil constitutionnel devrait prendre d'autres précautions pour ne pas donner l'impression qu'arriver au pouvoir par les armes est un moyen démocratique de dévolution du pouvoir au Burkina Faso. C'est tout le contraire. La Constitution du 2 juin 1991 le proscrit et normalement on ne devrait pas arriver au pouvoir par la force. Mais le Burkina a vécu une situation telle que la prise du pouvoir par la force entre le 23 janvier et le 24 janvier 2022 a pratiquement été acceptée par le peuple burkinabé. À ce moment, j'imagine, je ne sais pas si le professeur Abdoulaye Soma a fait d'autres développements après, mais moi, après réflexion, je me suis dit, il fallait plutôt répéter le mécanisme de 2014. Après la démission de Blaise Compaoré, étant donné que les insurgés n'étaient pas d'accord pour que les voies démocratiques normales soient poursuivies pour que, en son temps, Sungalo Ouattara soit président du FASO, par intérim, étant donné que lui aussi était une émanation du pouvoir de Blaise Compaoré.
les choses ont évolué autrement. Au lieu de consacrer une prise de pouvoir par la force de Yacouba Isaac Zida, ce qu'il a fait quelques jours après, le 1er novembre, c'était déjà acté, les experts et les insurgés ont trouvé l'idée et l'initiative qui consiste à créer un consensus autour du nouveau pouvoir. Parce que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un président à travers des élections, vous pouvez avoir un président par d'autres voies pacifiques, mais pas par la force. S'il se trouve que Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir par la force, alors que ça c'est interdit dans notre constitution, ce qu'on peut faire, à mon avis, c'est de voir si, après avoir pris le pouvoir par la force, on sent que les gens sont d'accord. En ce moment, à défaut d'élection, on crée un consensus national pour lui donner une légitimité sur laquelle le Conseil constitutionnel va s'appuyer maintenant pour créer la légalité. Parce que le Conseil constitutionnel est pressé là, pour qu'il prête serment là. C'est pour qu'il ait une base légale de gouvernance du pays. Mais la base légale là, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas la légitimité du peuple. Si le peuple ne vous a pas reconnu comme président. Alors que le Conseil constitutionnel n'a pas encore obtenu ça. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas encore obtenu cette légitimité-là du peuple. Roch-Marc Christian Kaboré, lui, il l'avait par les élections. Ce sont les élections qui ont fait que tout le monde dit qu'il est le président, puisque les gens sont allés voter, ils ont accepté qu'il soit président. Et après avoir obtenu ça, il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Donc il a les deux pieds pour bien marcher. Il a la légalité et puis il a la légitimité. Mais la légalité, elle est venue s'appuyer sur la légitimité. Ici, Paul-Henri Sandaogo Damiba est arrivé au pouvoir par la force. Il faut qu'on ait la légitimité et la légalité aussi. La légitimité, on pense qu'il a, parce que les gens n'ont pas dit non. Mais il faut que ce soit une légitimité formelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on constate ça matériellement. Et en 2014, ce qui s'était passé, c'est qu'on a écrit une charte de la transition. Et la charte de la transition a dit, comme le poste de Blaise Compaoré a été laissé vacant, on va trouver un mécanisme consensuel issu du peuple burkinabé pour trouver un président. Et il y a eu un collège de désignation du président. C'est là-bas qu'on a créé la légitimité. Et nous, en tant que journalistes de Savane FM, nous sommes allés à Ouaga 2000 et nous avons constaté que le collège de désignation du président était là à travailler, à écouter plusieurs candidats à la candidature du président du Faso, comme Chérif Sy, comme Newton Ahmed Bari, comme Joséphine Ouedraogo, comme Michel Kafando. Il y avait initialement Monseigneur Philippe Ouedraogo, mais qui a retiré sa candidature après parce que l'Église n'était pas d'accord. Mais on a constaté que ces candidats-là sont passés devant un collège de désignation qui était un collège en fait qui représentait d'une façon ou d'une autre le peuple burkinabé. On peut douter ou faire des débats sur la légitimité du collège de désignation, mais en tout cas, il y en a eu. Et ça paraissait être l'émanation du peuple burkinabé, en tout cas des insurgés. Et c'est là-bas donc que le Conseil constitutionnel a constaté qu'il y a une légitimité, puisque le collège a choisi entre plusieurs candidats et a désigné Michel Kafando. Vous voyez, en ce moment, on a créé maintenant la légalité pour qu'il prête serment. Ici, le Conseil constitutionnel ne s'est pas embarrassé de ça. Le Conseil constitutionnel a plutôt estimé que si tu prends le pouvoir par la calache, le Conseil constate et puis tu prêtes serment. Non, ça ne suffit pas. Moi, je crois qu'on aurait dû attendre que la charte là soit écrite, parce que la charte est en rédaction. Les experts ont été installés il y a quelques jours seulement. Que la charte définisse comment on légitime Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et on dit comment ça va se faire. Ça peut être un collège de 100 personnes issus de toutes les composantes de la société burkinabé, les forces vives, ça peut être 2 personnes par région ou 2 personnes par province, 90 personnes. Et puis, on demande, est-ce que vous êtes d'accord pour que Paul-Henri Sandaogo Damiba soit le président? Les gens, ils signent un PV au cours d'une rencontre, on constate, et puis le Conseil constitutionnel s'appuie maintenant sur la charte et sur l'acceptation de Paul-Henri Sandaogo Damiba comme président par des composantes du peuple. Et puis on utilise ça maintenant pour créer la légalité. Sinon, celle qu'on a fabriquée là, moi je crois que c'est pas bon d'un point de vue de la jurisprudence. J'ai vu ça au Mali, j'ai vu ça aussi en Guinée.
les militaires qui prêtent serment devant les conseils constitutionnels là, mais c'est pas la bonne formule. Cette formule-là, elle n'est pas meilleure que les coups d'État qu'on a connus par le passé, où le chef, l'homme fort, il arrive et puis il gouverne sans constitution, sans charte, sans... Parce qu'en ce moment, c'est un état d'exception. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, les États d'exception n'ont pas la chance de prospérer devant la communauté internationale parce que comme nous, on reçoit beaucoup de soutien extérieur, bon, si on fait ça, on peut avoir quelques soucis, surtout d'argent. Donc, on essaie de mettre des formes constitutionnelles et des formes de légalité dedans. Mais il faut faire aussi avec la manière pour ne pas créer une jurisprudence. La jurisprudence, c'est ce que vous créez comme matière de droit qu'on peut utiliser après. On dit, ah, l'année qui est passée là, voici ce qui s'est passé. Et les juges ont accepté. Donc, on va aussi faire la même chose. Vous voyez, ça risque de créer un effet d'entraînement totalement négatif pour la démocratie burkinabé et probablement pour le peuple burkinabé. J'ai pas compris vraiment l'empressement du Conseil constitutionnel à aller à la prestation de serment. En attendant, le 16 février, nous allons voir ce qui va se passer. Et pour terminer, nous parlons de cette triste nouvelle, le décès du professeur Luc Montagnier. Oui, vous savez, le professeur Luc Montagnier, il est devenu célèbre. Il était un peu déjà, hein, parce que c'est un chercheur quand même émérite français du Centre national de recherche scientifique de France et de l'Institut Louis Pasteur de Paris. Il est devenu célèbre après avoir isolé avec d'autres collègues en 1984, je crois au mois d'avril 1984, le VIH, le virus du sida. Et donc, ça a vraiment marqué les esprits. Et par la suite, il a mené les travaux qui ont permis de connaître la maladie, son évolution dans l'organisme humain et éventuellement les moyens de maîtriser la maladie. Et en 2008, il a été avec d'autres collègues lauréat du prix Nobel de médecine, ce qui a fait dire à certains chercheurs qu'il a obtenu le Nobel du virus du sida, donc le Nobel de la maladie. Parce que les autres Nobel de médecine, là, ils travaillent plutôt sur des médicaments, des solutions, etc. Donc le professeur Luc Montagnier est décédé mardi dernier à l'âge de 89 ans et à l'hôpital militaire des Américains, je crois, à Paris, des suites de maladies. Mais il aura marqué le monde scientifique, pas seulement français et européen, c'est le monde scientifique mondial. Et donc, c'est l'occasion de lui rendre hommage parce qu'il a fait des travaux assez utiles pour l'humanité, pour ceux qui ont connu ce qu'on va appeler le temps fort du sida au Burkina autour de 2005. C'est une maladie qui a fait vraiment des vagues et dont la mobilisation sociale autour du président du Faso en son temps, Blaise Compaoré, il était obligé lui-même de prendre le leadership de la lutte à travers le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. C'est les campagnes de sensibilisation qui se sont répétées avec un vrai matraquage là, qui ont permis de maîtriser le phénomène et donc de sauver beaucoup de vies. Potentiellement, et de guérir aussi beaucoup de malades. Pas de guérir, mais en tout cas, de garder le plus longtemps possible le plus grand nombre de malades avec tous les traitements antirétroviraux qu'on a eu par la suite. Donc, c'est un hommage mérité du professeur Luc Montagnier que je profite pour faire parce qu'il l'a marqué. La médecine et l'humanité. Bien sûr. Oui. Que son âme repose en paix. Amin. Merci Elhadj. Aujourd'hui, nous allons faire l'état des lieux de la maladie grippe aviaire donc au Burkina Faso avec notre invité du jour et nous allons bien sûr vous donner aussi les conseils concernant la consommation de la volaille ces temps-ci, et on revient.
Dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous aujourd'hui Dr Adama Maïga. Il est le directeur général des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation et des ressources animales et halieutiques. Bonjour à vous, docteur, et bienvenue. Bonjour à vous également. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, avec vous, nous allons faire le point sur l'état de la grippe aviaire au Burkina Faso. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez plus nous parler de votre direction, la direction donc des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques? Ok, donc la direction générale des services vétérinaires au niveau du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation et des ressources animales et halieutiques est une direction centrale chargée d'élaborer, d'appliquer la politique nationale en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire. En d'autres termes, ça veut dire que c'est la direction qui s'occupe de tout ce qui est santé animale, mais également tout ce qui est sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. C'est-à-dire pour importer des produits animaux, pour envoyer des animaux ailleurs, c'est la direction qui est chargée de faire la certification pour que les produits puissent sortir ou rentrer au Burkina. Pour la vaccination aussi? Oui, quand on dit santé animale, parce que la santé animale, il y a le traitement et il y a la vaccination. Donc c'est la direction qui s'occupe de la politique en matière de vaccination, mais également en matière de traitement qu'il faut appliquer au niveau du Burkina pour que nous puissions nous prémunir de certaines maladies qui ravagent notre cheptel. Parlons maintenant justement de la grippe aviaire qui sévit actuellement au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la grippe aviaire? La grippe aviaire, c'est une maladie contagieuse, infectieuse, très contagieuse, qui affecte les animaux, surtout les oiseaux domestiques et sauvages, et qui entraîne des mortalités allant de 90 à 100% en l'espace de 48 heures. Wow. Donc c'est une maladie foudroyante, mais également c'est une maladie qui peut se transmettre à l'homme si certaines conditions de manipulation ne sont pas bien mises en place. Je vous prends au mot, vous avez dit que c'est une maladie qui peut se transmettre à l'homme. Ça veut dire que c'est une maladie qui peut affecter l'homme. Comment ça peut arriver? Mais ça peut arriver à l'homme de plusieurs manières. C'est-à-dire, ce qui est le plus fréquent, c'est d'abord ceux qui cohabitent avec les animaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont avec les oiseaux matin, midi, soir. Donc, ils inhalent les poussières qui sont soulevées, les sécrétions des oiseaux, et même les fesses des oiseaux, ils respirent ça. Et comme c'est une maladie à tropisme respiratoire, donc ça fait qu'en respirant, on ingère le virus et qui se développe à travers des petits maux de tête, la fièvre, la toux, des courbatures, pour se terminer avec une pneumonie et pouvant entraîner la mort si la personne est immunodéficiente, c'est-à-dire des personnes très âgées ou des personnes qui n'ont pas de protection immunitaire, ça peut entraîner leur mort. Ça c'est pour ce qui maintenant, on peut également par la manipulation, puisque c'est une maladie, un virus, ça se transmet par les sécrétions. Donc s'il y a une poule qui est malade et que vous la manipulez et que vous ne vous désinfectez pas, vous pouvez également vous contaminer à travers les matières qui vont rester sur vos mains. Si vous ne les lavez pas, vous utilisez pour manger ou autre, ben vous allez inhaler également ou avaler le virus et ça peut également se transformer en maladie grippe humaine. On entend vraiment du tout, hein, on entend un peu des préjugés, les gens qui ne cherchent vraiment pas la bonne information, qui se disent, on parle de grippe aviaire, c'est vrai, mais la grippe aviaire ne peut rien contre l'homme. Bon, ça des gens qui ont ces idées reçues-là. Bon, je pense que les gens essaient peut-être de banaliser, mais c'est vrai que la grippe en elle-même, si nous prenons la situation actuellement, c'est pas parce que j'ai mangé ou j'ai avalé le virus ou j'ai inhalé le virus que je peux mourir. Mais la crainte, c'est la recombinaison de ce virus avec d'autres virus. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez le virus du Covid, le virus de la grippe aviaire, le virus du porc,
ce sont des virus qui sont tous à tropisme respiratoire. Donc ces virus, en se combinant, peuvent créer un autre virus qui va être très dangereux pour l'humanité. Donc c'est ça la crainte. C'est pourquoi nous disons que le virus, il faut faire très attention. Parce que s'il se recombine, il donne une autre forme de virus qu'on ne peut pas traiter. Ça veut dire que ça va entraîner aussi bien des choses, des morts au niveau des humains, mais également au niveau des volailles. Aujourd'hui, ce que nous constatons, les morts sont beaucoup plus importants chez les volailles. Et donc c'est pourquoi nous voulons maîtriser pour que ça ne quitte pas la sphère animale et rentrer dans la sphère humaine. Revenons justement à la grippe aviaire donc, qui se manifeste chez la volaille. Comment justement elle se manifeste? Comment je reconnais? Comment je sais que, par exemple, ma volaille ou mes poules sont atteintes donc, de grippe aviaire? Bon, le signe le plus évident, c'est que quand vous vous levez, et puis vous constatez des morts foudroyantes. Déjà, les morts. Les morts. Il n'y a pas de signe. Oui, des fois, il n'y a même pas de signe avant-coureur. Vos poulets peuvent être en bonne santé tout de suite. Rentrer dans le poulailler, le matin, vous vous levez, vous trouvez que tout est mort. Ça, c'est caractéristique de la grippe aviaire. Okay. Mais en plus de cela, vous avez des poulets qui toussent, qui ont des écoulements nasales. Vous avez également des poulets qui ont des difficultés de se déplacer. Vous avez des poulets qui ont les crêtes et les barbillons qui sont rouges avec les pattes qui sont rouges. Et vous avez des poulets qui se lèvent rapidement ou qui montent sur un arbre, ils tombent et puis ils meurent sur place. Donc il y a quand même beaucoup de symptômes. Mais ce qui est le plus évident, c'est vraiment la mort foudroyante. Vous avez parlé tantôt de manipulation de poulets. Dans ces cas-ci, quels sont les risques pour notamment les vendeurs ou encore donc, les fermiers ou ceux qui plument régulièrement les poulets? Oui, en fait, c'est ce que nous disons pour ceux qui plument ou bien ceux qui sont au niveau des fermes. Il faut se protéger. Quand on est en période de grippe aviaire, il faut utiliser des protections, des protections soit individuelles ou des masques pour éviter d'inhaler certaines poussières. Ou après avoir manipulé, il faut se désinfecter, il faut se laver correctement les mains au savon et à l'eau des abeilles. Là, ça nous permet d'éliminer le virus. Mais quand on ne prend pas les mesures d'hygiène nécessaires, bien, on peut se contaminer. Donc, ce que nous disons aux gens, c'est que les gens n'ont qu'à prendre des dispositions quand on veut déplumer une poule. D'abord, il faut essayer de la mettre dans l'eau chaude parce que les plumes, si vous ne mettez pas dans l'eau chaude, vous enlevez les plumes, vous jetez, bien, vous allez disperser la maladie. Donc, il faut au moins avoir un espace bien clôturé où vous allez pouvoir déplumer vos poules. Vous allez pouvoir laver vos mains, les laver correctement avant de les faire sortir pour qu'on puisse les amener à la cuisson. Maintenant, la cuisson, celle qui va vouloir cuire aussi, il faudra qu'elle puisse prendre des dispositions aussi pour se protéger, pour éviter vraiment de se contaminer. Mais il faut que la cuisson soit à point pour pouvoir éliminer complètement le virus et pouvoir consommer sans problème. Concrètement, est-ce que vous êtes en train de nous dire que au point où nous en sommes, on peut toujours consommer le poulet sans risque, on peut toujours en manger? Oui, j'ai la conviction que le poulet n'a rien. Ça dit aujourd'hui, c'est parce que les gens en font une psychose, sinon, c'est pas parce que j'ai mangé un poulet que je peux avoir la grippe aviaire. C'est pas tous les poulets qui ont la grippe aviaire. C'est pas, et même si les poulets ont la grippe aviaire, nous avons dit que le virus, il est très sensible à la chaleur. Donc, si vous avez acheté un poulet, mais vous ne savez pas qu'il est malade, il faut prendre des précautions pour vous protéger. Une fois que vous êtes protégé, vous le faites cuire correctement, vous consommez, vous n'avez rien. Le secret, c'est de bien cuire. C'est bien cuire, évitez vraiment de manger les trucs saignants. Parce que quand c'est saignant, les sérosités qui sont là peuvent contenir le virus parce que le virus n'est pas éliminé. Mais si c'est bien cuit, il n'y a aucun virus qui résiste à cette chaleur. D'accord. Voilà. On retient les conseils, hein. Ça va beaucoup aider ceux qui achètent très souvent les poulets dehors, qui ne se rassurent pas que c'est bien cuit parce que souvent on mange un peu dans les endroits sombres. Il faut faire très attention pour vous rassurer en tout cas que c'est bien cuit. On a justement des images de poulets donc... qui vraiment, ça donne pas envie de manger parce qu'on voit des mouches un peu partout. Bon, il faut faire très attention à la viande que vous mangez tout simplement.
On va parler maintenant de la situation actuelle de la grippe aviaire au Burkina Faso, Dr Maïga, qui a été détectée en janvier dernier, il faut le rappeler. On se rappelle qu'à la date du 15 janvier, c'était 42 foyers confirmés dans cette région. La situation actuelle, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, nous allons dire que la situation a quand même évolué. Bon, des 42 foyers au départ, nous sommes au 1er février à 73 foyers et à 123 élevages affectés. Et à la date du 10 février, on était à 99 foyers et 176 élevages affectés. Mais il faut dire que ça, c'est le cumul depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. Mais les mesures ont été mises en place. Donc, il y a certains foyers qui sont éteints ou qui sont en cours d'extinction. Donc, nous disons vraiment que la situation s'améliore de jour en jour. Aujourd'hui, où la situation est un peu criarde, c'est au niveau de la région du centre où vraiment nous avons toujours des mortalités qui existent. La région du centre-ouest où également nous avons des mortalités qui existent de façon importante. Sinon, les autres régions, c'est peut-être un foyer dans une province ou deux foyers dans une province. Donc ça fait que vraiment, nous pensons que d'ici là, nous allons maîtriser les différents foyers puisque les mesures de riposte sont déjà en place. Nous avons commencé à faire les abattages sanitaires. Nous avons commencé également à faire la désinfection pour que les gens puissent faire le vide sanitaire. Et après le vide sanitaire, nous pensons que les hauts commissaires vont pouvoir faire la levée des arrêtés portant déclaration d'infection qui ont été élaborés d'ici un mois. Et ça permettra aux zones qui sont désinfectées, qui sont libérées, de pouvoir faire le repeuplement. Et quelles sont les estimations de pertes actuellement pour ces aviculteurs? Bon, et pour parler de pertes, ce que nous avons évalué au début, nous avons évalué que les pertes étaient estimées à près de 3 milliards, mais ces pertes ont été évaluées sur la base d'abord la perte en chair, en production, puisque si vous avez des poules pondeuses, ces poules pondeuses sont destinées d'abord à pondre des œufs pendant au moins 90 semaines. Et donc on évalue quelle est la production escomptée de ces poules et nous savons combien coûte un plateau d'œufs. Donc nous calculons pour savoir exactement ce que ça fait faire comme perte. Mais après la production, la poule va en réforme. Elle doit être tuée pour pouvoir amener une autre bande. Également, elle a un coût. Donc c'est sur cette base que nous avons évalué les premières estimations pour donner les pertes pour les élevages qui étaient affectés. Mais aujourd'hui, il faut dire que les élevages qui ont été affectés ont multiplié par 2. Donc ça veut dire aujourd'hui, les pertes peuvent estimer à plus de 5 milliards. Ça c'est aussi bien, parce que ces pertes, ce n'est pas seulement au niveau des poulets locaux, mais c'est les poulets locaux et les poulets améliorés. Donc c'est ça qu'on peut dire aujourd'hui. L'actualité aujourd'hui aussi, c'est la révélation récemment d'une maladie qui touche encore la volaille dans la région des Cascades. On ne sait pas s'il s'agit de la grippe aviaire ou s'il s'agit d'une autre maladie, selon justement les témoignages que nous avons reçus. Est-ce que vous êtes déjà au courant de la situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut dire que ce n'est pas seulement au niveau des cascades, même au niveau du centre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prélèvements où les gens ont eu des mortalités et dont nous avons fait des analyses. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas la grippe aviaire. Mais quand même, ils ont perdu. Et il faut dire que ça veut dire qu'il y a une autre maladie, mais pour le moment, comme on n'a pas fait de recherche pour identifier c'est quelle maladie, mais les soupçons pèsent que ça peut être ça peut être le choléra, ça peut être une autre maladie qui a tropisme beaucoup plus digestif ou la maladie respiratoire chronique également qui peut entraîner des mortalités au niveau des volailles. Mais comme il n'y a pas eu de diagnostic, on ne peut pas dire exactement c'est quelle maladie. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a des poules qui meurent, mais ce n'est pas la grippe aviaire. Ce n'est pas la grippe aviaire. Donc c'est une autre maladie qui reste certainement à déterminer. Oui, à déterminer dans les jours à venir.
actuellement, c'est vraiment pas le bonheur des aviculteurs, on va le dire. Vous avez parlé tantôt donc de riposte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore les mesures de riposte que vous avez mises en place? Bon, les mesures de riposte que nous mettons en place, c'est pour dire que quand il y a la grippe aviaire, comme il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire si ce n'est pas éliminer les volailles qui sont affectées. Parce qu'une fois que nous laissons et que la grippe atteint tout le pays, pour s'en sortir, on fera au moins 10 ans, on ne pourra pas sortir. Et si on ne peut pas sortir, ça veut dire que toutes nos productions ne peuvent pas sortir, puisque actuellement, tous les pays ont fermé leurs frontières pour ce qui concerne la volaille du Burkina. Tu ne peux pas sortir du Burkina avec la volaille ou des produits de volaille. Donc c'est pourquoi, dans les mesures de riposte, c'est de mettre en place un dispositif pour pouvoir, dans tous les foyers qui ont été identifiés, de pouvoir éteindre la maladie. Et pour éteindre la maladie, c'est d'abord éliminer tout ce qui est volaille qui existe dans le bâtiment, désinfecter le bâtiment, désinfecter tout le matériel qui a servi à ces volailles, mettre en place un vide sanitaire, ça veut dire une période pendant laquelle aucune volaille ne peut être mise en place, et attendre un certain temps pour qu'on s'assure réellement que la maladie est partie pour recommencer à mettre en place les volailles. C'est ça que nous appelons les mesures de riposte. Mais pour pouvoir mettre en place ces mesures de riposte, il faut forcément qu'il y ait un texte. Et c'est ce que nous appelons l'arrêté portant déclaration d'infection, qui est signé par le haut-commissaire et qui définit quelles sont les mesures qu'il faut appliquer au niveau de chaque foyer et autour du foyer, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà. Vous avez prévu aussi un soutien financier pour ces aviculteurs-là qui auraient subi des pertes. Comment on peut bénéficier de ce soutien? Bon, il faut dire qu'il y a deux manières. Il y a ce que nous appelons indemnisation. L'indemnisation, c'est, comment je peux le dire, l'indemnisation, en fait, c'est une contribution de l'État à la perte subie par le producteur. Et cela se fait sur la base d'un arrêté interministériel qui a été signé à partir de 2015, qui n'a pas été révisé. Donc ça veut dire que c'est cet arrêté qui est en vigueur actuellement. C'est cet arrêté qui permet, pour tous ceux dont on a pu faire l'abattage sanitaire des animaux et dénombrer les animaux abattus ou les produits détruits, feront l'objet de procès verbal d'abattage ou de destruction. Et ce procès verbal d'abattage et de destruction va permettre à ce que nous puissions donner la contribution de l'État à ces gens dont on a fait les abattages sanitaires. C'est ça qu'on appelle indemnisation. Maintenant, pour ceux qui ont perdu complètement et dont on n'a pas pu faire les abattages sanitaires, on ne parle plus d'indemnisation, mais on parle de relèvement de la filière. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont sinistrées. Et quand on est sinistré, on attend une aide de l'État. Et l'État verra comment il peut accompagner la filière pour que nous puissions recommencer à produire dans les règles de l'art. Et pour recommencer, l'État peut décider, dans un premier temps, peut-être, de dire, bon, pour tout ce qui importe, je peux faire la détaxation des matières premières qui vont servir à la production. Là, tout celui qui importe, il vient, il ne paye pas les douanes pendant un bout de temps. Ça, c'est une manière pour aider les éleveurs. L'État aussi peut décider, bon, voilà, je ne peux pas faire la détaxe, mais ce que je peux faire, c'est trouver un fonds que je vais mettre au niveau d'une banque et autoriser à ce que la banque puisse donner des crédits à des conditions adaptées à la situation de la crise. Et là, les gens peuvent aller prendre, on peut décider de faire un différé de 6 mois ou de 12 mois pour permettre aux gens de produire avant de commencer à rembourser. Donc voilà les mécanismes que l'État peut mettre en place pour assurer la relève. Mais pour assurer la relève, il faut d'abord éteindre les foyers de la maladie, s'assurer qu'il n'y a plus la maladie et savoir quel est l'impact exact de la maladie pour pouvoir voir comment relever les gens qui ont perdu. Est-ce que les aviculteurs sont informés de cette aide du ministère? Est-ce qu'ils viennent à vous?
Oui, mais en fait, ce que nous disons aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas compris. Les gens pensent que, bon, à la conférence de presse, nous avons parlé qu'il y a au moins, nous avons évalué à 3 milliards 387 millions qui vont servir d'indemnisation. Bon, les gens pensent que c'est de l'argent qui est disponible et qu'on va pouvoir... Non, dès que vous arrivez au ministère, vous expliquez... On vous donne, non, ce n'est pas comme ça. Pas comme ça. Il faut d'abord qu'il y ait des procès-verbaux d'abattage. Et une fois qu'on a les procès-verbaux d'abattage, c'est là maintenant on va évaluer quel est le coût de ces abattages et soumettre le dossier maintenant au ministère de l'économie et des finances qui va voir comment débloquer l'argent pour que nous puissions procéder au paiement. Ça ne veut pas dire aujourd'hui on a abattu et dans un mois vous aurez l'argent, non. Vous savez aussi, docteur Maïga, que très souvent les Burkinabés n'aiment pas les procédures. S'il faut, vous avez subi une perte, s'il faut encore aller régulièrement au ministère pour suivre le dossier et puis avoir l'indemnisation. Mais bon, même si, quoi qu'on dise d'administration, il faut des traces. Docteur Maïga, justement, lorsque on se réveille le matin et qu'on voit qu'on a perdu notre volaille, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est le lieu aussi de conseiller. Il y a des agriculteurs qui peuvent prendre autre décision que de faire constater par le ministère. Oui, c'est ce que nous disons. Le premier réflexe dès qu'on se lève et qu'on constate, même si ce n'est pas une mortalité, qu'on constate un phénomène anormal dans son élevage, il faut approcher rapidement les services compétents, qui peuvent être les services publics, les services vétérinaires publics, qui peuvent être les services vétérinaires privés, qui peuvent être également les services du ministère de la Santé. Et ces gens vont vous guider, ou si c'est les services compétents du ministère des Ressources animales, ou du privé ou du public, eux, ils peuvent directement venir faire le diagnostic, faire les prélèvements et envoyer au laboratoire pour qu'on puisse vous situer sur le type de maladie que vous avez et les mesures à prendre pour gérer la maladie. Maintenant, si vous allez au niveau, s'il n'y a pas les agents de santé à côté, il y a les agents de la santé humaine, mais vous les informez, eux, ils savent comment approcher les autres agents s'ils sont loin, ou ils vont les donner les conseils pour qu'ils voient qu'est-ce qu'il faut faire, ou quelle description ils peuvent donner pour que les gens puissent déjà savoir de quoi il s'agit pour venir faire des prélèvements. Donc ça, c'est un élément très important. Dès que vous constatez un phénomène anormal, il faut approcher les services compétents. Et les services compétents vont vous guider sur les mesures à prendre pour éviter que ça se déplace. Parce que le problème que les gens ont, aujourd'hui, les gens se disent, bon, voilà, parce que l'indemnisation, ça va prendre beaucoup de temps, donc je préfère faire sortir mes volailles et les vendre. Mais c'est une mauvaise affaire. Parce qu'en faisant sortir la volaille, vous disséminez sur tout le parcours que vous avez utilisé avec la volaille pour la maladie. Donc ça veut dire, dans toutes les zones que vous avez passées là, la grippe peut passer là-bas, si c'est réellement la grippe. Et là, pour votre simple chose, vous allez faire pour tout le pays va perdre. Alors qu'on pouvait serrer ça au niveau de la ferme sans que ça sorte, et on arrive à l'éteindre très rapidement, ça évite les autres pertes que le pays va avoir. Mais malheureusement, à cause de l'argent, tout le monde, chacun pense que non, en attendant peut-être que, qu'est-ce que je vais faire alors que j'ai vu de ça, donc il faut que je vende. Vous vendez, vous mettez le pays en danger, mais vous mettez également ceux qui ont acheté en danger. C'est ça. Merci pour ces conseils, docteur Maïga. Donc, si vous constatez quelque chose d'anormal dans votre ferme, vous faites appel aux services compétents. Et si vous constatez qu'il y a de la volaille, vous vous réveillez le matin et que vous constatez que votre volaille, vos poules sont mortes, il faut aussi nécessairement faire constater cela. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre la décision, par exemple, même si ce n'est pas pour vendre, d'incinérer, par exemple, leur volaille sans preuve. S'il n'y a pas de preuve, est-ce que le ministère peut justement accompagner concernant les indemnisations? Oui, mais c'est ce que je dis quand on parle de relèvement, parce que le problème de la filière actuellement au niveau du Burkina, c'est qu'on ne connaît même pas qui est éleveur, qui n'est pas éleveur. Alors qu'il faut qu'on arrive à avoir vraiment une liste
qui permet quand même de dire à Ouagadougou, nous avons au moins 100 ou 200 éleveurs qui sont installés dans telle localité, telle localité. Là, quand il y a des crises, on peut facilement pouvoir accompagner. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils font de l'élevage, mais peut-être que l'élevage, ils ne veulent pas qu'on sache que c'est eux. Donc, c'est des prête-noms. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Et quand on ne dit pas ces choses, ben, le ministère ne peut pas, c'est pas un génie pour savoir que vous êtes un éleveur. Et tant que vous n'avez pas passé par le canal des analyses, c'est-à-dire on a fait des analyses, on a trouvé vraiment que, peut-être après les analyses, c'est la grippe aviaire, et quand on est venu pour faire les abattages, il n'y a plus rien, on sait que tu es sinistré. Okay. Mais sinon, quelqu'un ne peut pas se lever parce que si on doit prendre en compte tout celui qui va venir dire moi j'ai 10 000 volailles ou j'avais 1 million de volailles, quelle preuve on peut faire pour vous accompagner? C'est difficile. Voilà, difficile. Alors, avec l'expérience des années passées, ça fait la 3e fois pratiquement, est-ce que vous allez justement prendre combien de temps pour maîtriser cette grippe aviaire au Burkina, si on devrait estimer? Bon, en fait, pour la maîtriser, c'est pas tellement compliqué si les gens coopèrent. Okay. Parce que c'est ça. Si les gens appliquent ce qui est prévu dans les arrêtés portant déclaration d'infection, les foyers ne peuvent plus se multiplier. Mais maintenant, si les gens ne l'appliquent pas, on ne peut pas estimer parce que pendant qu'on est en train de barrer la route pour que la maladie ne sorte pas, les gens font déplacer les volailles d'une localité à une autre, alors que c'est des volailles malades. Ça veut dire qu'on éteint ces foyers, un autre foyer s'installe ailleurs. Mais si on applique les restrictions de mouvement, les abattages sanitaires, ça veut dire qu'on est à Ouagadougou, aucune volaille ne sort de Ouagadougou, aucune volaille ne rentre de Ouagadougou. On va pouvoir éliminer et faire tout. Mais si pendant qu'on est en train d'éliminer les gens sont en train de faire sortir les volailles de Ouagadougou pour amener à Koubri ou bien pour aller amener à Koudougou, on ne pourra jamais finir de lutter contre cette maladie. Merci. Le temps imparti à cet entretien est terminé. Docteur Maïga, merci à vous d'être passé. Ok, merci également à vous de nous avoir donné l'occasion de pouvoir donner plus d'informations. Et nous pensons que les gens prendront bonne note pour pouvoir vraiment nous alerter chaque fois qu'ils ont des mortalités pour que nous puissions les accompagner dans les délais prompts et pouvoir vraiment les aider à pouvoir faire des abattages si c'est la grippe aviaire et également pouvoir établir des procès-verbaux pour qu'on puisse les indemniser. Merci. Voilà. Merci. Docteur Adama Maïga est le directeur général des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation et des ressources animales et halieutiques. Il était notre invité de ce jour et c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous marquons une petite pause de temps de retrouver le moniteur Ezekiel Ouedraogo. Nous poursuivons avec l'émission du jour. Vous le savez, chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo pour la chronique sécurité routière. Aujourd'hui, nous parlons des piliers de séparation au niveau des voies. Et c'est le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École que nous recevons à présent. Bonjour moniteur et bienvenue. Madame Ninkema, bonjour. Merci d'être là. Merci. Nous parlons de piliers de séparation des voies routières. De quoi s'agit-il exactement? Très bien. Bonjour à tous les usagers. Vous êtes en classe. Encore une occasion pour une leçon de circulation routière. Alors pour avoir une idée claire, sans aller dans trop de détails, l'image, la diapo 1, si on peut le voir. D'accord. La diapo 1, voilà. Il s'agit de ces piliers-là. Ce sont des installations qui font partie de la construction d'une route. Et dans certaines conditions de circulation, ces piliers-là donc représentent un danger réel pour les usagers de la route. Voilà, il s'agit donc de ces piliers. Ces piliers. Voilà. Ce sont ces piliers qu'on appelle piliers de séparation de voies. De voies routières. Voilà. D'accord. Vous parlez de danger, moniteur. Oui. Est-ce vous parlez des accidents de la circulation? Oui, bien sûr. Les accidents de la circulation, puisque ces voies qui, donc, naturellement, qui font partie donc, de la construction des voies et représentent un danger en temps réel dans certaines conditions de circulation, notamment en cas d'embouteillage, ou encore lorsque la visibilité de ces piliers-là
est assez donc minimisée. Si on ne voit pas bien ces piliers, on peut les percuter et perdre donc le contrôle de son engin ou de sa voiture. Et alors on peut finir par l'accident. Donc c'est important d'être vigilant par rapport donc aux piliers de séparation de voies. Beaucoup déjà peuvent témoigner combien de fois ils ont percuté un pilier, et beaucoup peuvent témoigner qu'ils ont été trahis par ces piliers-là dans la circulation à un moment donné. Bien sûr. Voilà, donc faites Surtout attention au aux piliers. De certaines voies où on arrive à un virage, souvent c'est mal installé. C'est mal installé, voilà. Et aussi à la hauteur de ces piliers aussi qui comptent. Voilà, merci. Qu'en est-il justement de la visibilité de ces piliers de séparation, que ce soit la journée ou la nuit? Très bien. Pour ce qui est de la visibilité, et je pense que ça tombe bien avec donc le nouveau régime de MPSR qui est là. Et je crois qu'au niveau de la sécurité routière, beaucoup de choses seront faites. Regardez par exemple l'image 6. Hein? Regardez l'image 6, si on peut la voir. Okay. Vous voyez là, ces piliers-là sont peints. Rouge, blanc, rouge, blanc. Alors ça optimise tout de suite la visibilité de ces piliers. Oui. Par rapport à l'image 3, si on peut avoir l'image 3, voilà, si l'image 3, regardez par exemple ici, dans la journée, ce n'est même pas simple en termes de visibilité, encore moins la nuit. Vous voyez là? Donc, pour ce qui est de la visibilité, merci donc à la réalisation. Voilà, pour ce qui est de la visibilité de ces piliers-là, je dis aux usagers et à nos autorités, et nous sommes là, ces routes-là qui sont construites pour nous, nous circulons bien sûr selon les règles officielles du code de la route. Donc nous pouvons copier les pays développés, mais nous devons appliquer ces règles-là selon les conditions de circulation chez nous. Prenons par exemple au Burkina, il y a assez d'engins de roues. Et sur toutes ces routes-là, nous avons des piliers qui séparent donc les voies pour auto et pour les engins de roues. Donc, il faut qu'on trouve les moyens pour optimiser la visibilité de ces piliers. Par exemple, par la peinture, donc peinte, comme vous l'avez vu, rouge, blanc, ou encore l'installation de dispositifs réfléchissants. J'ai déjà emprunté la route de Koudougou une nuit, et je me rappelle que je conduisais. Et lorsque on projette le phare, beaucoup se rappellent, beaucoup voient encore ce que j'ai dit, il y a une installation au milieu de la voie qui sépare donc, puisque c'est une chaussée, une route à double sens. Okay. Si vous empruntez la route de Koudougou, vous allez voir la nuit, lorsque vous braquez le phare, ça brille. Donc, on peut par exemple utiliser ces dispositifs-là de façon intercalée, dans un intervalle X ou Y, au niveau des piliers de séparation de voies, pour que la nuit, lorsqu'on envoie le phare, que ça réfléchit et que l'usager sache qu'il y a un obstacle. Voici un peu des choses, des astuces qu'on peut utiliser donc, dans la construction des piliers de séparation de voies. Ou encore la peinture, et ça permet d'optimiser la visibilité de ces piliers et également éviter des accidents. Ça nous permet de gagner en vie humaine. Bien sûr. Voilà. Parce que l'objectif, c'est justement donc d'éviter les accidents. Merci à vous, moniteurs, surtout pour ces images exclusives que vous nous ramenez tous les vendredis donc au niveau de la ville de Ouagadougou. Merci. Alors, moniteur, qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant justement la hauteur? Parce que tantôt vous avez parlé de hauteur des piliers de séparation. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Très bien. Donc, par rapport à la hauteur des piliers de séparation, et je propose par exemple juste une simple proposition. Lorsque les experts construisent les routes au Burkina, comme je l'ai dit, et la circulation au Burkina est loin d'être comme en France ou bien aux États-Unis, puisque ou bien même au Ghana à côté, nous avons beaucoup les motos, les engins de roues. Pourquoi pas diminuer davantage la hauteur des piliers? Je ne sais pas. Pour qu'au cas où on rate sa trajectoire, qu'on arrive quand même à se débattre et s'en sortir. Parce qu'on est tombé... Pour que le pneu ne tape pas, ne tape pas fort le pilier. Parce qu'il y a des routes, par exemple, si vous prenez vers l'échangeur de l'Est, ces piliers-là, vous ne pouvez pas les percuter et vous en sortir. Ce n'est pas évident. Voilà. Donc, si les autorités donc, peuvent réviser un peu la hauteur des piliers, pour que lorsqu'on construise une route, on baisse davantage la hauteur de ces piliers, mais que ces piliers soient maintenus quand même pour montrer donc l'espace et la voie réservée aux engins de roues et la voie réservée aux autos et aux motos. Voilà, donc la hauteur, si on peut les baisser davantage, ça va nous permettre de gagner en sécurité routière. C'est ce que je peux proposer, oui.
Merci pour ces propositions. Très bien. Et quelles sont peut-être vos propositions aussi ou vos conseils concernant ces piliers de séparation, surtout quand on circule pendant les heures de pointe? Ah, pendant les heures de pointe, là, il faut rouler au pas. Il y a une image, donc la diapo 4, non? La diapo 4, si on peut la voir. Et voilà, regardez là, c'est une heure de pointe. Et la voie réservée aux engins de roues, regardez, c'est insuffisant. La largeur de la voie ne permet pas une circulation de sécurité ici. Donc ici, il faut rouler tout doucement. Le risque de percuter un pilier ici est tellement élevé. Donc, pour éviter des accidents, nous devons prendre en compte dans les heures de pointe, rouler doucement, hein, pour ne pas perdre le contrôle de sa moto et rentrer dans les piliers. C'est ce que je peux donner comme conseil. D'accord. Oui. Alors, moniteur, on va prendre un cas pratique, hein, l'exemple justement de la route Ouagadougou-Mena-Azignaré. Quel est le constat que vous faites sur cette route? Tu veux parler de la route nationale 3? Oui. Très bien. Alors, je maîtrise bien cette route-là, plus que toi, puisque j'habite dans la zone. Oui. Alors, regardons la vidéo, si on peut avoir la vidéo. Ok. Regardez bien cette route. Téléspectateurs, regardez bien. Vous voyez la voie réservée aux engins de roues. Il y a combien qui circulent là-bas? Regardez bien. Il y a combien d'engins de roues sur cette voie réservée aux engins de roues? Non, la voie à droite. Il y a combien d'usagers là-bas? À l'extrême oui, droite, à droite. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous voyez là? Alors, je vais traîner un peu sur cette voie-là. C'est important. Vous voyez? Voilà. Il n'y a pas suffisamment d'usagers qui empruntent la voie réservée aux engins de roues. Oui. Merci. D'accord. Voilà. Vous voyez là? Alors, très bien. Donc, cette route, donc, la nationale 3, précisément, qui passe par ce quartier appelé Nyoko 2. Hein, c'est un quartier que je connais bien. Et voilà, je sillonne les rues de ce quartier presque tous les jours. Vous voyez la route? La voie réservée aux engins de roues. C'est presque recouvert du sable. C'est du sable qui recouvre donc cette route. Ça n'encourage pas les usagers. Ah oui, il y a du goudron en bas. Il y a du goudron en bas. Ça n'encourage pas. Parce que quand moi j'ai vu, moi je pensais que c'était... à ce niveau-là, c'était pas... C'est une route bitumen. Mais il n'y a pas eu d'entretien. Ah d'accord. Vous voyez? Moi je pensais qu'en fait c'était pas fini de ce côté. C'est bitumen. Okay. C'est du goudron. C'est le sable qui a recouvert. C'est du sable qui a recouvert cette route que vous voyez. Donc le risque de glisser, de tomber sur les piliers est élevé. Donc ça n'encourage pas les usagers de roue. Les motos circulent au niveau de la voie des véhicules. Le contrôle de la police a tout fait pour que les gens l'empruntent, mais non, ça n'encourage pas les usagers. Merci. Alors donc, ce que je peux dire, je vais inviter les riverains donc, de ce quartier-là. Écoutez-moi, nous allons prendre nos responsabilités en main. Je vous propose une chose. S'il y a des dames conscientes, organisées en association formelle, vous pouvez par exemple organiser une journée route propre, sans attendre que la mairie vienne. Ou par exemple, s'il y a 1000 femmes qui sortent, ou plus de 1000 femmes qui s'inscrivent, vous pouvez par exemple ouvrir donc une fiche d'inscription pour les volontaires. Vous demandez d'abord l'accord de la mairie, que vous allez choisir un jour pour balayer cette route-là. Si la mairie n'envoie pas des gens, la route avant tout, elle vous profite. Avant de vous rendre en ville, c'est par cette voie. Donc vous demandez l'accord à la mairie, c'est toujours bien de se soumettre aux autorités. C'est une preuve de civisme, une preuve d'hommes et de femmes bien éduqués. Alors donc, vous demandez l'accord donc, à la délégation spéciale qui sera mise en place, que vous voulez un jour pour balayer cette route. L'État, certainement, pourra vous accompagner. Ce n'est pas en termes d'argent. Ne me dites pas, est-ce qu'on aura de l'argent? Non, pas l'argent d'abord. Il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui pourront vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Et ce sera un exemple pour tous les autres quartiers. Et quand les autorités vont passer par là, voir que la route est propre à cet endroit-là, même les changeurs en haut ici montés, c'est sale. Ils diront que, mais voici des riverains conscients. Les autorités seront fiers de vous. Vous voyez, vous serez tout en cité à l'exemple. Quand on va parler de route propre, c'est vous. Donc ces femmes-là, si elles sont organisées en association dans ce quartier, faites une demande adressée à la mairie. Ils vont vous permettre, choisir ce jour-là. Et pourquoi pas, l'État peut dépêcher une équipe de policiers, des éléments de la police pour sécuriser votre opération. Ça ne va même pas faire 1 heure.
Pour nettoyer. Oui, 30 minutes, c'est déjà balayé et propre. Et ne dites pas, ah, qu'est-ce qu'on va gagner? On n'a rien pour faire ça. Vous avez au moins un balai à la maison. Vous avez un seau. Ça nous suffit. Donc, on ne va pas attendre que les autorités fassent tout pour nous, pendant que nous pouvons faire. Merci pour cette interpellation. Ah, décidément, oui, voilà. Les gens de ce quartier, non, mais si les femmes de votre quartier... Ah oui, s'ils osent le faire, j'irai là-bas avec mon balai. D'accord. Avec mon seau aussi, j'ai déjà ça à la maison. Il n'y a pas de souci. Et vous accompagnez. Peut-être que le moniteur sera le chef de file de l'opération. Ah oui, de l'opération. Route propre, Panico 2. Et ça va encourager, vous allez voir que vous serez encouragé à emprunter la route réservée aux engins de roues. C'est parce que c'est ça que les gens ne veulent pas l'emprunter. Écoutez, moniteur, nous on attend de voir les images de cette route-là propre prochainement. Ah, voilà, non, quand ce sera propre, on verra encore, le monde verra encore les images de cette route. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vais aller donc, en accord avec ces dames-là. Et comme les autorités aiment des actions comme ça, c'est sûr que vous nous accompagnez. Bien sûr. Voilà, on vous souhaite beaucoup de courage d'ailleurs. Voilà, mais ne pensez pas que c'est de l'argent qu'on va distribuer. Non, non, c'est pas affaire d'argent. Avant même que nous ne parle pas d'argent d'abord, c'est notre propre sécurité routière d'abord. Si les routes sont propres et qu'on reste donc une référence pour les bonnes actions dans la sécurité routière, voici des choses simples comme ça. D'accord. 30 minutes de balayage et c'est fini, c'est bien. Nous terminons par justement la largeur de la voie réservée notamment aux engins deux roues. Vous l'avez dit, il y a tellement de deux roues à Ouagadougou. Ouagadougou est devenue maintenant la capitale des deux roues que très souvent on voit que la voie est restreinte quand même, serrée concernant ces deux roues. Quelles précautions prendre aussi concernant les piliers de séparation? Voilà, donc comme je l'ai dit, je pense que les autorités ont pris note pour, comme je dis, selon les conditions particulières de circulation au Burkina ici, où nous avons assez de deux roues, et il y a lieu de voir comment, en construisant une route, d'élargir la voie réservée aux engins deux roues. C'est important. Et également minimiser la hauteur des piliers à ce niveau, pour qu'au cas où un usager a pu rater sa trajectoire, qu'il arrive quand même à se défendre pour se retrouver dans sa ligne de conduite. Donc la largeur, réviser un peu la largeur, comme je l'ai dit, on ne va pas être strict sur voilà, la construction d'une route, ça doit être ainsi, ça doit être comme ça. Mais en fonction des conditions de circulation chez nous, il faut tenir compte des conditions de circulation. C'est ça. Donc, si on peut élargir un peu la voie réservée aux engins de roues, ça sera encore un plus et on aura contribué à limiter beaucoup de dégâts dans la circulation. Merci pour ce thème. Voilà. Donc, tu as terminé, moniteur. Ok, ça marche. Merci, à vendredi prochain. Voilà. C'était un thème intéressant. Les dangers donc, concernant les piliers de séparation des voies routières, nous en parlions tout à l'heure avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École. Il faut le rappeler, nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École. Et nous poursuivons avec l'émission de ce jour. Cette fois-ci, c'est Honoré Onadia qui s'installe pour les rendez-vous du week-end. Vous aurez les événements qui vont marquer ce week-end. Virgule, et on revient. Il est bien installé sur notre plateau, l'inimitable Honoré Onadia. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et merci de me recevoir. Merci d'être là. Alors, non pas demain, dimanche. Ouais, dimanche. Dimanche 13 février. C'est la journée mondiale de la radio. Tout à fait. Vu qu'on est dans un média qui incorpore et la radio et puis la télévision, on a décidé aussi de marquer aussi notre contribution parce que il faut le dire, Savane FM, voilà, Savane Média a d'abord débuté par la radio, voilà, la radio, puis par la suite est venue la télévision. Alors pour une journée mondiale de la radio, on ne peut pas rester en marge un peu des festivités un peu. Donc du coup, il y a certaines activités qu'on a décidé comme ça de mener. Et déjà, à l'instant, je te parle déjà une conférence publique qui se fait du côté comme ça de l'ICIC, qui va permettre à d'autres personnes de retourner avec des attestations. Mais surtout aussi, on aura la remise du Grand Prix Moustapha Tombiano au sein même de l'ICIC. Et pour commémorer encore avec toutes ces personnes-là qui commémorent la journée mondiale de la radio, le dimanche, on aura une émission qui sera synchronisée avec l'UNALFA et les radios partenaires. Donc, pour te dire que cette journée-là nous concerne, nous qui sommes des médias, alors on est à l'information. Et ce qui est important, c'est de souligner un peu le thème qui a été retenu pour cette conférence. Mais la conférence, c'est le 11. Oui, c'est déjà aujourd'hui même. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui déjà. À l'instant, on te parle, vraiment, la conférence se déroule du côté de l'ICIC. Malheureusement, on n'a pas pu être là, mais on est de tout cas. C'est normal parce que
tu devrais être avec nous. Donc du coup, c'est la communication. Donc on communique ici aussi, voilà, c'est ça. D'accord. En anticipation, bonne journée mondiale de la radio à tous ceux qui aiment la radio. C'est magique. La radio, j'ai l'habitude de le dire. C'est magique, et vraiment. Deuxième événement, on parle du programme de l'Institut français. Alors pour l'Institut français, on a décidé de proposer un week-end en musique. Précisément à l'Institut français, déjà ce soir, à partir de 19h, vous aurez celui-là qu'on appelle affectueusement Jacob Salem. Jacob Salem qui est le rock. Voilà, c'est le roi du rock Moussi. C'est celui-là même qui va se produire déjà à l'Institut français ce soir à partir de 19h. Et l'entrée, elle est libre et gratuite. Et pour demain, nous avons décidé d'envoyer un jeune prodige de la musique burkinabé, un jeune que vous allez découvrir, mais vraiment qui a cette capacité-là de nous amener vraiment à... Je ne veux pas trop citer. Dis-nous le nom seulement. Tout simplement, je vais vous relater le nom de ce dernier. Ce dernier a été un chanteur qui était la révélation même au dernier Soko Festival. Celui-là se fait tout simplement appeler Moïse Ouattara. C'est lui qui va se produire demain à partir de 20h30. Et là, on va vous demander de payer un prix d'entrée de 1000 francs et 2000 francs pour permettre à Moïse Ouattara de vous présenter son tout premier album qu'il a baptisé Tilekura. Pour vous dire tout simplement que c'est une nouvelle lueur qui va vous proposer demain. Alors rendez-vous demain à partir de 20h30 pour vivre pleinement la prestation. Et bon, d'accord, donc l'enjaillement avec celui-là même qu'on appelle tout simplement Moïse Ouattara. C'est une affiche donc à l'Institut français. Tout à fait. Au Ciné Burkina, c'est quel film, Honoré? Au Ciné Burkina, c'est l'Odyssée au Tamadjan. Voilà, c'est ce film-là que l'on nous a proposé depuis le 7 et qui continue son bon nombre de parcours, ce jusqu'au 13 février. Aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est un film vraiment qui vient de loin, avec un réalisateur vraiment qui vient de loin, des acteurs qui ont parcouru, un parcours incomparable. On peut citer entre autres Gérard Ouedraogo, Samira Sawadogo, Monique Sawadogo. Le reste l'a pas donné. Déplacez-vous pour venir vivre un peu ce film-là. Voilà, c'est le film-là qu'on vous propose. Et ce, pour un prix d'entrée de 1500 et 2000 francs aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Retour à la maison, les rendez-vous de chez nous. À la maison, ce qu'on va proposer déjà demain à partir de 8h30 sur l'ensemble du média, à la radio comme à la télé, c'est votre émission 100 minutes pour comprendre. Et 100 minutes pour comprendre reçoit cette semaine Thomas Bagamzare, qui est l'ancien maire de Kindi. Par ailleurs aussi le président de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. C'est celui-là qui va discuter un peu avec le directeur de l'information à Savane Média, entre la personne de Ismaïl Arabo, à partir de 8h sur l'ensemble du média, que ce soit à la radio comme ce soit à la télé. Et en plus de cela aussi, Savane aussi a décidé encore d'innover dans sa manière. Elle a décidé d'accompagner un collectif qui va vous proposer aussi une soirée pas des moindres aussi, dans un lieu de la place qui n'est pas loin de Savane. C'est une soirée d'amour. Voilà, une soirée d'amour. Voilà, dans un lieu non loin de Savane Média, qui n'est autre que le Maquis Lassikoji, qui est juste à côté de Savane Média. Et cela va se passer le lundi à venir à partir de 19h. Vous aurez en prélude des prestations d'artistes. En plus des prestations d'artistes, vous aurez comme ça un défilé de mode. Mais en plus de cela aussi, le couple qui sera le mieux habillé repartira à la maison en souvenir avec un petit quelque chose. Voilà, je pourrais dire, quand on dit un petit quelque chose, c'est un cadeau. C'est une soirée spéciale Saint-Valentin. Une soirée spéciale Saint-Valentin. Voilà, juste pour accompagner les amoureux. Mais je pense qu'avec votre indulgence, on reviendra ici communiquer. Bien sûr, il n'y a pas de poème cette année, Honoré? Les poèmes, comme on est poétique aussi. Vous-même, vous allez déclamer les poèmes. Voilà, on va déclarer nos poèmes à nos amoureux qui vont effectuer les déplacements. D'accord. Si tout va bien, lundi, vous allez être avec nous. Je vais parler de toute l'équipe d'organisation de cet événement. Merci à vous déjà. Pour le 14 février, pour qu'on vive l'amour. En tout cas, parce que c'est l'amour parfait entre Honoré et moi sur ce plateau. C'est également l'amour parfait entre l'équipe technique et moi sur ce plateau. Et c'est bien sûr l'amour parfait entre vous, téléspectateurs, et nous sur ce plateau. Merci d'ailleurs pour cet amour et merci à toi, Honoré. Rendez-vous vendredi prochain. Inch'Allah, merci à toi. Et Inch'Allah, lundi, nous allons vous renouveler justement cet amour parce que nous serons le 14 février, lundi. Merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous lundi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. On se dit que au revoir et bon week-end.